Samy et Julie, CE2, enquête à la bibliothèque. Les personnages de l'histoire, Samy et Julie. Samy et Julie adorent lire et découvrir des histoires palpitantes. Mais cette fois, leur visite à la bibliothèque va les embarquer dans une aventure bien réelle. Tom, Léna, Léo, Basile, Ashna et Mathieu. Les copains de Samy et Julie sont inséparables et l'on peut toujours compter sur eux pour trouver des énigmes à résoudre. Un mystère à la bibliothèque, les voilà prêts à mener l'enquête. Louis, le premier de la classe, est aussi un musicien de talent. Grâce à ses connaissances, il apportera une aide bien utile à Samy et Julie. Antoine, lors d'une visite à la bibliothèque, Antoine laisse derrière lui quelque chose de très important. Heureusement, nos amis vont tout faire pour réparer cette bévue. Tu veux savoir de quoi il s'agit ? Tourne vite cette page et commence le premier chapitre. Chapitre 1. Missive abandonnée. Pas un murmure ne vient troubler le silence de la bibliothèque. On entendrait une mouche voler. Arrivés de bonne heure, Julie, Léna, Samy, Tom, Basile et Léo ont vite trouvé la lecture de leurs rêves. Les filles se sont précipitées sur des romans policiers. Le suspense est leur grande passion du moment. « Tu as déjà lu celui-ci » demande Léna à Julie. « Je l'ai dévoré » lui répond son amie. « Tu verras, le coupable n'est pas du tout celui qu'on croit. » Bien sûr, au début, les garçons se sont un peu chamaillés, mais les aventures d'Astérix sont suffisamment nombreuses pour que chacun ait un volume à soi. Non loin de Julie et Léna, deux hommes assez jeunes sont plongés dans de volumineux atlas. L'un d'eux, grand et ténébreux, semble fébrile. Il se met à rédiger avec ferveur une lettre qu'il glisse dans une enveloppe et tend à son voisin. « Surtout, tu la lui remets en personne !» chuchote-t-il à son interlocuteur. « Je compte sur toi, ma vie est entre tes mains. » « Pas de problème, » répond l'autre sans lever les yeux de son volume. « Je dois me sauver, mais la lettre doit être remise ce soir absolument, » lance un peu trop fort le jeune homme en se levant. Puis il part précipitamment, bousculant quelques chaises dans sa fuite. Un vieux monsieur grincheux s'agace. « Chut ! Nom d'un pétard ! Si même ici les gens ne respectent plus le silence. » Julie et Léna, auxquelles la scène n'a pas échappé, rient sous cape. « Dis donc, il n'a pas l'air commode, le papy, » murmure Léna. « Tu ne trouves pas qu'il est drôlement beau, le jeune homme » demande Julie. « Ah, je n'ai pas fait attention » répond Léna en se replongeant dans son livre. Le temps passe. La bibliothèque doit à présent fermer ses portes. Seuls nos amis sont encore là, captivés par leur lecture. « Dites-moi, les enfants, » leur lance la bibliothécaire, « auriez-vous la gentillesse de m'aider à ramasser les quelques ouvrages qui traînent sur les tables ?» Aussitôt demandé, aussitôt fait. Sur la table à côté de lui, Léo attrape l'énorme atlas, d'où tombe une enveloppe. « Tiens, ce doit être un marque-page, dit-il, en s'apprêtant à le remettre dans le livre. « Mais non, s'écrie Julie, c'est la lettre du monsieur, la lettre de vie ou de mort. » Les amis se regardent, éberlués. « Qu'est-ce que tu racontes ?» intervient Samy, qui ne comprend rien à ce que dit sa sœur. « Mais si, c'est le beau jeune homme de tout à l'heure, explique-t-elle. Il a confié une lettre à son copain pour qu'il la remette en main propre à quelqu'un. Et l'autre, il l'oublie ici, alors que la vie de son ami en dépend. Quel malheur, balbutie Léna. C'est une véritable catastrophe, renchérit Léo. Mais que vont bien pouvoir faire nos amis de cette missive oubliée ? Chapitre 2. Oublions les bonnes manières. Jamais notre petite bande d'amis n'a été en proie à un tel embarras. Une lettre sans destinataire connu, son auteur enfui, un messager disparu, et pas le moindre indice à l'horizon. Dites donc, les filles, intervient Tom, vous qui êtes experte en romans policiers, vous ne pouvez pas élucider cette énigme ? Réfléchissons, suggère Léna. Si ces messieurs viennent régulièrement à la bibliothèque, ils ont sûrement fait faire une carte auprès de Madame Plume, la bibliothécaire.
Hélas, Madame Plume a beau chercher dans son ordinateur, elle a beau fouiller et refouiller dans sa mémoire, elle ne retrouve pas la moindre trace de ses visiteurs anonymes. Ils étaient là pour la première fois, assure-t-elle. J'en suis certaine, et croyez-moi, je suis physionomiste. Ils n'ont pas emprunté de livre. Comment pourrais-je connaître leur identité? Je crains que ces deux jeunes hommes aient bel et bien disparu. Oh là là, elle est drôlement pessimiste, constate Léo. J'aurais tellement voulu vous aider, ajoute Madame Plume. Quelle idée, aussi, de laisser entrer des inconnus dans une bibliothèque, râle Tom. Tom, c'est normal que tout le monde puisse y entrer, rigole Julie. Mais sérieusement, la situation est grave. La vie d'un homme dépend peut-être de nous. Puisqu'il n'y a pas de nom de destinataire sur cette enveloppe et que l'auteur de cette lettre s'est volatilisé, je ne vois qu'une solution. Ouvrons-la. Nous aurons une chance d'en savoir davantage. Heureusement que Julie, détective privée, prend l'affaire en main, plaisante Samy. Je vous ferai quand même remarquer, intervient Basile timidement, que ça ne se fait pas d'ouvrir un courrier qui ne vous est pas destiné. Les enfants se regardent embarrassés. Tu as raison, Basile, acquiesce Léna. En temps normal, cela ne se fait pas. Mais nous ne sommes pas en temps normal. Alors, oublions les bonnes manières et jetons un coup d'œil à cette lettre. Et dans un silence religieux, Julie se met à lire. Ma bien-aimée aux yeux d'azur, dès que tu auras posé ton archer, cours me rejoindre dans le parc près de la cascade que nous aimons tant. Sous les étoiles, le cœur battant, je t'attendrai, une nuit, 2 nuits qui seront des éternités. Si tu ne viens pas, je saurai que notre amour n'était qu'un mirage. Alors je partirai là-bas, dans le désert, soigner les malheureux et mon cœur dévasté. À jamais, ton Antoine. Que c'est beau, balbutie Basile. Mais que c'est triste, renchérit Samy. Enfin, intervient Julie, comment voulez-vous que cette bien-aimée se rende à la cascade si elle ne reçoit jamais cette lettre? Julie a raison, mais que faire pour éviter un horrible drame d'amour? Chapitre 3. Conseil de guerre. Face à la gravité de la situation, une réunion d'urgence est décidée. On se retrouve chez nous à 14 heures précises, annonce Julie. Je préviens Ashna et Mathieu. Nous avons besoin de renfort. On a tout de même le droit de déjeuner? S'enquiert Basile inquiet. Bien sûr, répond Samy, mais ne sois pas en retard. À 14 heures pile, la réunion débute. Résumons, commence Léna. Nous sommes face à une histoire d'amour qui risque de mal tourner si nous ne retrouvons pas les amoureux d'ici 2 jours. Attendre sa bien-aimée 2 nuits seulement, c'est quand même pas beaucoup, commente Mathieu. Moi, j'attendrai beaucoup plus longtemps, soupire-t-il en jetant un regard à Julie. Raison de plus pour ne pas perdre de temps, rétorque Julie, trop concentrée pour saisir l'allusion. Une chose est claire dans cette lettre. L'amoureux s'appelle Antoine. Eh bien, retrouvons Antoine. Ça ne doit pas être très compliqué, suggère Tom. Ah oui, s'amuse Samy. Et tu vas faire comment? Tu te mets dans la rue et tu appelles Antoine, Antoine, jusqu'à ce que quelqu'un se retourne? Ashna, restée jusque-là silencieuse, fait une suggestion judicieuse. La lettre dit « Si tu ne viens pas, je partirai soigner les malheureux. » À mon avis, Antoine est médecin. « Ashna, tu es génial !» s'exclame Julie. « Recherchons un docteur qui s'appelle Antoine. Téléphonons-lui et prévenons-le que sa lettre n'a aucune chance de parvenir à sa bien-aimée puisqu'elle est entre nos mains. Qu'en dites-vous » Ma sœur chérie, tu es brillante, jubile Samy. Allez, au boulot. Et voilà notre petite bande affairée à rechercher sur tous les ordinateurs de la maison un médecin répondant au prénom d'Antoine. Heureusement que papa et maman ne sont pas là, car il n'est pas vraiment permis de passer autant de temps sur Internet. Au bout d'un long moment, le groupe des garçons rejoint celui des filles et lance triomphalement. Ça y est, on a trouvé 74 Antoine chirurgiens, 96 dentistes et 54 rhumatologues. Et nous, 128 pédiatres et 87 oto-rhino-laryngologistes, surenchérit Léna. Génial, s'enthousiasme Basile. Mais non, pas génial du tout, le reprend Léna. On ne va pas passer 439 coups de téléphone, c'est complètement impossible. Et patatras.
Voilà comment la piste du médecin amoureux prénommé Antoine s'est subitement effondrée. Madame Plume n'avait sans doute pas tort. Le jeune homme semble bel et bien avoir disparu. Nos amis vont-ils se laisser décourager par cet échec cuisant ? Chapitre 4. La mystérieuse bien-aimée. Quelle douche froide ! Le découragement guette nos enquêteurs. Et le temps qui file à toute allure. Réagissons, s'écrie soudain Mathieu. Si l'amoureux reste introuvable, suivons la piste de la bien-aimée. Tu as raison, poursuit Julie. Retournons à la lettre. Que nous apprend-elle sur la bien-aimée ? Archer, archer, ça doit être un indice important. Je connais ce mot, s'exclame fièrement Samy. Archer, c'est un bonhomme qui tire à l'arc. Quand tu auras posé ton bonhomme qui tire à l'arc, je ne vois pas bien ce que ça veut dire. Pouf Tom. Mais non, intervient Ashna. Vous mélangez tout. Un archer avec ET. C'est l'espèce de baguette avec des fils qui sert à jouer du violon. Ce ne sont pas des fils mais des crins, interrompt Léon. D'accord, Léo, concède Julie. Mais ça ne change pas le fond de l'affaire. La bien-aimée joue du violon. Je sais, la bien-aimée est professeure de violon. Allez, haut les cœurs, trouvons vite une professeure de violon amoureuse. Il y en a sûrement moins que d'Antoine médecin, conclut Léna. Soudain, la chance se met à sourire à nos enquêteurs. En quelques clics, l'ordinateur affiche un nom. Rose Mathilde Certitude. Premier prix de conservatoire de violon, professeur pour débutants et violoniste confirmé, 12 allées Franz Schubert. Voilà, avec un nom aussi romantique, je suis sûre que nous avons trouvé la femme qu'il nous faut. Ne faites plus un bruit, je l'appelle, annonce Julie. Bouche bée, la petite bande entend s'égrener les sonneries du téléphone. Allô, Madame Certitude ? Se lance Julie avec une voix qu'elle veut très assurée. Si vous avez des yeux d'azur, votre amoureux vous attendra ce soir dans le parc, près de la cascade. C'est extrêmement important. Que me chantez-vous là ? Répond une jolie petite voix aigrelette. J'ai les yeux bleus, oui, bien sûr, mais... Parfait, s'emballe Julie. Auriez-vous par hasard un fiancé qui s'appelle Antoine ? Hélas, mon petit, j'ai 88 ans et mon Ignace adoré est mort l'année dernière. Aujourd'hui, plus aucun amoureux ne m'attend près de la cascade. Un frisson parcourt le cœur des amis. Oh non, se désole Julie. Mais nous, on cherche désespérément une violoniste aux yeux d'azur, amoureuse d'un Antoine. Mademoiselle, aidez-nous, s'il vous plaît, s'écrient en chœur tous les enfants. Rose Mathilde réfléchit un instant. Écoutez-moi, si vous cherchez une violoniste, vous devriez aller après-demain au concert, salle Lully. On y jouera du Brahms et du Beethoven. C'est plein de violons, vous verrez. Qui sait, la bien-aimée aux yeux d'azur sera peut-être dans l'orchestre. Ah, l'amour, quelle merveille ! Votre appel me rajeunit. Bonne chance dans votre quête, mes enfants. Enthousiastes, ces derniers remercient la charmante demoiselle. Mais après-demain, ça sera trop tard, gémit Samy. Ne joue pas les rabat-joie, répond Julie. Notre enquête progresse enfin, c'est l'essentiel. Pourvu que Julie ait raison et que l'intuition de Rosemary soit la bonne. Chapitre 5. Les yeux dans les yeux. Un peu surpris, mais enchantés par cette envie soudaine, les parents ont accepté de laisser les enfants aller au concert. Je suis ravie qu'ils s'intéressent à la grande musique, s'enthousiasme maman, en mélomane avertie. Dans le hall de la salle Lully, la foule se presse. Pourvu que nous soyons dans les premiers rangs, dit Léna. Sinon, nous n'arriverons jamais à voir la couleur des yeux des violonistes. T'inquiète, la rassure Ashna. J'ai emprunté les jumelles de mon père. Tout à coup, Samy entend une voix l'appeler. « Regardez qui est là !» dit Tom en apercevant Louis. « Motus, les copains, pas un mot sur notre enquête. »« Salut !» s'exclame Louis. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Mais comme toi, répond Julie très assurée. Nous venons entendre du Brahms. »« Secret absolu, lui chuchote Samy en passant. Nous menons une enquête hautement confidentielle.
Louis les regarde ahuri. Mais vite, il faut gagner sa place, le concert va commencer. Aïe, nos enquêteurs ont beau être au 3e rang, une famille imposante a pris place devant eux. La lumière s'éteint, les musiciens s'installent. Musique! J'y vois rien, râle Samy. C'est pas possible, ces gens sont des géants, renchérit Tom qui se met à se tortiller comme un asticot. Ashna, passe-moi tes jumelles, lance Léna presque à haute voix. Là, la violoniste, c'est la mère de Louis, dit Julie. Tu crois que c'est elle, la bien-aimée d'Antoine? Demande Samy. Impossible, tranche Julie. Le papa de Louis s'appelle Robert. Mathieu, quant à lui, s'est mis carrément debout pour essayer de distinguer les yeux de la soliste. Assis, s'énerve un vieux monsieur. C'est insensé. Chut, voyons, chut, s'impatientent les spectateurs du parterre. Même le chef d'orchestre se retourne pour lancer un regard furieux à cette salle qui se tient bien mal. Heureusement, l'entracte met un terme au raffut. On n'y arrivera jamais, se lamente Mathieu. Impossible de voir la couleur des yeux de toutes ces violonistes. C'est fichu, déclare Samy désespéré. J'ai une idée, lance Julie. Demandons à Louis d'aller féliciter sa mère et les musiciens à la fin du spectacle. Et là, hop, chacun de nous observera chaque violoniste dans le blanc des yeux. J'espère plutôt dans le bleu des yeux, précise Ashna avec un sourire. Et 20 minutes plus tard, nos détectives en herbe se plantent devant chaque violoniste en répétant. Félicitations, vous jouez à merveille, Noisette. Félicitations, vert. Félicitations, noir. Non, décidément non, pas les moindres yeux bleus à l'horizon. Soudain, une jeune fille, blonde, avec des yeux plus bleus qu'un ciel d'été, prend congé de ses collègues. Elle transporte une caisse volumineuse qui abrite un instrument de musique. Elle joue de quoi, cette dame? Demande Samy à Louis. Du violoncelle. Et ça se joue avec quoi, le violoncelle? Interroge Julie. Un archet, répond Louis, qui ne comprend décidément rien à ce que ses copains manigancent. Un archet? Eureka! Hurle Julie. Sans le savoir, Louis vient-il de débloquer l'enquête? Chapitre 6. Dans le parc. Sous les applaudissements de toute la petite bande, Julie se précipite sur Louis pour l'embrasser. « Louis, mon copain, grâce à toi, notre enquête vient de faire un immense bond en avant, » lui dit Samy. « Oui, enfin, ne vendons pas la peau de l'ours, » modère Ashna. « Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer » balbutie Louis. « Pas le temps, la demoiselle est en train de filer, » conclut Samy qui rejoint au pas de course la petite troupe partie rattraper la violoncelliste. « Mademoiselle, appelle Julie. « Mademoiselle, puis-je me permettre de vous demander si vous avez un amoureux qui s'appelle Antoine ?» Stupéfaite, rose de confusion, la musicienne murmure dans un souffle. « Antoine, mon amour, mais… » « Nous vous raconterons tout en chemin, mademoiselle, » interrompt Léna. « Antoine vous attend dans le parc près de la cascade. Si vous ne venez pas vite, il sera trop tard. » La violoncelliste est toute bouleversée. « Reprenez vos esprits, mademoiselle, » lui dit gentiment Ashna. « Où est cette cascade? C'est urgent. »« Je m'appelle Clara, c'est par là, tout au fond du parc, » répond la musicienne d'une voix fluette. « Nous vous accompagnons, déclare Mathieu. Passez-moi votre instrument, vous vous sentirez plus légère. »« Pourvu qu'il ne soit pas trop tard, » murmure Samy qui ferme la marche. « Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. » La nuit est claire, sous le ciel constellé. L'étoile du berger scintille, la lune est haute au firmament. La cascade chante et répond à la chouette. L'instant est magique pour des retrouvailles d'amour. Toute la petite bande a pris place sous un immense cèdre. Le cœur de Clara bat la chamade. Les heures passent une à une. Julie a tout raconté à la violoncelliste, bien-aimée. La bibliothèque, la lettre oubliée, la course folle pour la retrouver. Déjà, un rossignol, ou serait-ce une alouette, s'est mis à chanter. N'y tenant plus, Basile et Tom se sont endormis. L'aube pâle rosit, mais rien, pas la moindre trace d'Antoine. J'en étais sûre, se désole Samy.
Il avait dit 2 nuits. 2 malheureuses nuits, renchérit Mathieu. Il va partir là-bas, c'est sûr, se lamente Léo. Le cœur de Clara se serre. Une larme roule sur sa joue. Après s'être autant battu, nos amis vont-ils abandonner Clara à son désespoir ? Chapitre 7. À l'aéroport, vite. Le jour est levé à présent. Le soleil darde ses premiers rayons, mais Clara n'est plus qu'une fontaine. Mademoiselle Clara, il faut vous ressaisir. Nous n'avons pas fait tous ces efforts pour abandonner maintenant, tente de la réconforter Julie. Il n'a pas un téléphone portable, votre Antoine. La jeune femme hoche la tête derrière ses larmes. Antoine est un peu rêveur, il n'aime pas les téléphones, explique-t-elle. Réfléchissez, Clara, suggère Ashna d'une voix douce. Antoine vous a sûrement évoqué son idée de partir soigner des gens à l'autre bout du monde. Oui, bien sûr, répond Clara entre deux sanglots. Il voulait aller en Mauritanie soigner les enfants du désert. Il m'avait d'ailleurs demandé si je pars à Nouakchott, viendras-tu avec moi ? Eh bien voilà, mademoiselle Clara, s'enthousiasme Léna. Nous avons manqué Antoine à la cascade, filons le retrouver à l'aéroport. Il ne doit pas y avoir des centaines d'avions qui décollent chaque jour pour la Mauritanie. J'ai une idée, s'emballe Samy. Monsieur Raymond, notre gardien qui est super gentil, a un minibus. Je suis sûre qu'il sera d'accord pour tous nous emmener à l'aéroport. Ragaillardi, Clara sèche ses larmes. Mais il faut faire vite. Antoine, sûrement désespéré d'avoir perdu sa bien-aimée, doit avoir hâte de fuir sa terre natale et son chagrin. À peine quelques instants plus tard, enthousiasmé par une aventure aussi romanesque, monsieur Raymond file à vive allure sur l'autoroute, direction l'aéroport. Dans le minibus, les cœurs sont regonflés à bloc. L'amour est enfant de bohème, chantent à tue-tête nos fiers enquêteurs. N'allez pas trop vite, monsieur Raymond, dit Léna. Ce ne serait pas le moment de se faire arrêter par la police. Hélas, aux abords de l'aéroport, ce n'est pas la police, mais les embouteillages qui stoppent net le fringant équipage. Le conducteur trépigne. Clara devient nerveuse. Terminez à pied, déclare soudain monsieur Raymond. Sinon, on n'y arrivera jamais. Je vous rejoins dès que je peux. Et voilà toute la petite bande qui se faufile entre les voitures et se précipite vers le hall G. Pas de panique, indique Julie en consultant l'immense tableau des départs. Pourvu qu'on ne se perde pas, marmonne Léo. Porte 6, lance Ashna qui a l'habitude de prendre l'avion. Zigzagant au milieu des chariots et des vacanciers, nos amis arrivent, haletant, au comptoir d'enregistrement du vol pour Nouakchott. Un docteur Antoine Homais à bord ? Laissez-moi vérifier. Oui, tout à fait, mademoiselle, indique gentiment une hôtesse. Mais que lui voulez-vous ? Parce que son avion vient juste de décoller. À ces mots, Clara vacille. Se peut-il que la piste d'Antoine soit une nouvelle fois perdue ? Chapitre 8. Coup de théâtre. Ouh ! Vous voilà enfin, s'exclame monsieur Raymond qui arrive tout essoufflé. J'ai cru que je n'arriverais jamais à me garer. Mais que se passe-t-il ? S'exclame-t-il en apercevant mademoiselle Clara livide, étendue sur une banquette. Eh bien, explique Julie, nous avons bien retrouvé Antoine, mais à la minute présente, celui-ci est dans les airs, en route pour la Mauritanie. Ah zut, lâche monsieur Raymond. Décidément, ce garçon est plus fuyant qu'une anguille. Comme vous dites, zut de zut, renchérit Samy. Malgré la chaleur et le brouhaha, Clara reprend peu à peu ses esprits. Allons, mademoiselle, il ne faut pas vous mettre dans des états pareils, tente de la consoler monsieur Raymond. L'essentiel, c'est qu'on sache enfin où est votre amoureux. On sait peut-être où il se trouve, monsieur Raymond, mais il est quand même à 30 000 pieds au-dessus du sol, remarque Léna. Pour le rattraper, ça va être un peu compliqué. Bien sûr, mais vous prendrez le prochain avion pour le rejoindre, Clara, insiste monsieur Raymond. Mais où aller une fois sur place, s'alarme la jeune femme. J'ignore si je pourrais. Tout à coup, une étrange agitation s'empare du personnel de la compagnie aérienne. Les appels fusent,
Les talkie-walkie brondissent, les chuchotis enflent. Trop bien trop occupés à se rasséréner, Clara, nos amis, ne se rendent pas compte. Bien trop occupés à rasséréner Clara, nos amis ne se rendent compte de rien. Soudain, la gentille hôtesse du comptoir d'embarquement appelle. « Mademoiselle, mademoiselle !»« Qui, moi ?» demande Clara interloquée. « Oui, approchez, répond l'hôtesse. Et voilà que celle-ci explique à tous nos amis abasourdis. L'avion pour Nouakchott est obligé d'opérer un demi-tour. Une personne à bord a eu un malaise. Un médecin qui voyageait sur le vol a réclamé son rapatriement immédiat. Il doit s'agir d'une appendicite aiguë. Ce n'est sans doute pas très grave, mais il faut opérer le plus rapidement possible. Ils vont atterrir dans une vingtaine de minutes. Le cœur de Clara tressaille. Antoine, là, dans 20 minutes, à portée de regard. Et 30 minutes plus tard, la porte 6 du terminal G s'ouvre, libérant un brancard sur lequel repose une dame, visiblement très mal à son aise. Juste derrière, attentionné, le médecin remet sa patiente aux ambulanciers venus la prendre en charge. « C'est lui, je le reconnais, glisse Julie à l'oreille de Léna. Tu avais raison. Il est drôlement beau, constate cette dernière. La chance serait-elle enfin de leur côté ? Chapitre 9. Au sauveur de notre amour. Au comble de l'émotion, Clara s'approche et dit dans un soupir « Antoine, mon amour !» Lequel se retourne stupéfait. Non, il ne rêve pas, sa bien-aimée, ses yeux d'azur. Il rougit, il pâlit. Bouleversés, les enfants ont, eux aussi, les larmes aux yeux. « Allons, mon jeune ami, intervient M. Raymond. Vous n'allez quand même pas vous évanouir. Embrassez-vous, voyons. » Et sous les vivats, les amoureux échangent un tendre baiser. « Eh bien, vous, lance Tom, toujours hardi, on peut dire que vous nous avez donné du fil à retordre. Et même plus que du fil à retordre, enchérit Julie. On vous a cherché absolument partout, dans l'annuaire, dans le parc, la nuit, le jour. Et puis, poursuit Basile, quand vous écrivez à votre bien-aimé une lettre aussi vitale, mettez son nom, son adresse sur l'enveloppe, et surtout, ne la confiez pas à un étourdi. Comme dirait notre instituteur, monsieur Lachance, un peu de sérieux, Antoine, que diable. Tout le monde éclate de rire. Sans nos amis, explique Clara, jamais nous ne serions retrouvés. Et ça, dit Samy, nous ne l'aurions permis pour rien au monde. Quand nous raconterons cela à Madame Plume, la bibliothécaire, elle n'en reviendra pas, jubile Tom. Elle vous voyait disparu à tout jamais. À cet instant, une hôtesse s'approche. Excusez-moi, docteur, mais je crois qu'il va falloir y aller maintenant. L'avion pour Nouakchott va redécoller. Merci beaucoup, madame, mais je ne pars plus pour le moment. Une chose essentielle me retient ici. Et quelques semaines plus tard, une cérémonie fut célébrée en grande pompe. Clara apportait une magnifique robe de mariée. Les fleurs d'oranger de sa coiffure faisaient ressortir ses yeux d'azur. Antoine, dans son costume de noces, était plus beau que jamais. Julie, Léna et Ashna tenaient le voile de la mariée. Les garçons, même M. Raymond, arboraient des nœuds papillons plus colorés les uns que les autres. Seul Louis avait préféré la cravate. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» lui demande Samy. « Premièrement, ma mère est une amie de Clara. Deuxièmement, je vous rappelle que j'ai joué un rôle essentiel dans la résolution de cette énigme. Sans moi, vous n'auriez jamais retrouvé la violoncelliste. Ne l'oubliez pas, rétorqua Louis. C'est alors qu'Antoine prit la parole. Je voudrais porter un toast à nos valeureux enquêteurs. Sans leur cœur, leur ingéniosité et leur persévérance, Clara et moi, nous serions perdus à jamais. Alors, au sauveteur de notre amour, je dis merci. Merci à vous, mes petits chéris, ajoute Clara en embrassant les enfants un à un. Rouge d'émotion, Basile se mit à chanceler. Tu ne vas pas tomber dans les pommes quand même, plaisante Samy. Et maintenant que la fête commence. Un peu de musique, l'orchestre symphonique, les familles d'instruments. C'était Samy et Julie, enquête à la bibliothèque.